Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aller un peu plus en profondeur dans l'entreprise Booking. Alors à savoir que personnellement je travaille dans un hôtel, donc j'utilise les outils de Booking, notamment Booking.com en majorité, presque tous les jours. Donc bien sûr on va commencer avec le business model de Booking Holdings et les différents modes que la société possède. Alors, comment fonctionne Booking? Donc, c'est une plateforme de réservation, enfin, c'est un groupe qui possède plusieurs plateformes de réservation. Donc, on a là un modèle asset light, car la société ne va pas posséder les hôtels, ou alors les avions, ou alors les voitures de location. Elle va seulement posséder les plateformes qui permettent de les réserver. Donc en marque, on peut citer classique en Europe, Booking.com. On va avoir Agoda un peu en Asie pour les hôtels, Kayak qui est un comparateur, il me semble. On va avoir aussi Priceline aux US. D'ailleurs, avant le groupe s'appelait Priceline et c'est après le rachat de Booking.com, donc qui est néerlandais à l'origine. Et Booking.com a pris de plus en plus de place dans ce groupe et ils ont fini par se renommer Booking Holdings. Voilà. Mais à la base, la société c'était Priceline. Donc si on prend toutes ces marques, Agoda, Booking.com, tout ça, ce sont des OTA, donc Online Travel Agency. Et en fait, c'est juste un intermédiaire qu'il va y avoir entre les hôtels et les clients. Voilà, donc c'est juste la plateforme de réservation. Et ce type de business est vraiment, comme on disait, asset light et il n'a pas besoin de capital. Donc on a une entreprise qui a un besoin en CAPEX vraiment très minime. Contrairement à par exemple un hôtel comme Hilton, tout ça, Marriott, même tous les autres petits hôtels, où par exemple il va y avoir des frais fixes qui vont être très lourds, peu importe les hôtels que vous prenez, s'il y a de la saisonnalité, et bah sur la basse saison, le loyer va pas baisser, les frais fixes, tout ça ne vont pas baisser, les salaires, enfin le nombre d'employés va pas forcément baisser, l'électricité ne va pas forcément baisser. Donc voilà, Booking n'a pas ce problème-là, n'a pas un loyer entre 8 et 10% de son CA. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Booking a deux modèles de fonctionnement, donc le modèle marchand et le modèle agence. Donc quand ils ont commencé, c'était un modèle agence où quand le client réservait sur la plateforme, il payait ensuite à l'hôtel et l'hôtel reversait la commission. Et ils sont en train de switch vers un modèle marchand. Donc on l'a vu dans les derniers résultats, là ils sont à peu près à 70% de réservation marchand et 30% de réservation agence. Et quand on est avec le modèle marchand, le client prépaye sur Booking au moment de la réservation. Donc même si sa réservation est pour dans un an, le client prépaye et Booking garde cet argent pendant à peu près les 11 premiers mois et un mois avant la réservation, en gros, hein. L'hôtel va pouvoir prendre les sous, débiter la carte virtuelle, quoi. Donc pendant ces 11 mois où Booking va conserver l'argent du client, bah, il va pouvoir financer ses activités opérationnelles, il va pouvoir s'autofinancer en fait, il n'aura plus besoin d'attendre que l'hôtel reverse sa commission. Donc ce modèle marchand, ça va avoir deux choses bénéfiques pour Booking. D'abord, c'est d'avoir un besoin en fonds de roulement qui va être négatif. L'entreprise va avoir déjà tout l'argent nécessaire pour fonctionner. Et la seconde partie, ça va être de proposer des packages clients en faisant un paiement groupé sur, par exemple, la voiture de location, le vol, l'hôtel, les activités. Et donc en troisième point, c'est la capacité d'ajuster les dépenses en marketing en temps réel face au cycle économique. Donc en fait, la seule chose dont Booking a besoin pour survivre, c'est de ne pas se faire oublier. Donc, une de leurs principales dépenses, ça va vraiment être les dépenses en marketing, quoi. Ils font de la pub, mais partout, partout, partout. Donc voilà, pour entretenir leur mode, c'est vraiment la dépense à faire pour pas se faire oublier, pour qu'ils restent dans l'esprit des clients. Si on regarde un petit peu rapidement la concurrence, on a Airbnb qui a émergé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Airbnb, eux, c'est principalement sur les locations d'appartements, logements insolites, logements alternatifs. Donc le point fort que je trouve à Airbnb, c'est qu'on a vraiment un mot qui est rentré dans le langage courant, c'est devenu quelque chose de commun. Maintenant, quand on dit je vais louer à Airbnb, ça le fait très bien, quoi.
On le dit, tout le monde le dit et tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et après, moi, le problème que j'ai avec Airbnb, on a une croissance, il me semble, des revenus un petit peu plus élevés. Mais du coup, on a pareil, une croissance, je crois, du free cash flow un petit peu plus élevée, si je dis pas de bêtises. Mais le souci, c'est que bah, le free cash flow, il va être composé de 25% de SBC, donc Stock-Based Compensation. C'est les rémunérations en actions des salariés. Donc, ce qui fait qu'on a un free cash flow qui va être faussé par ces rémunérations en actions qui, pour l'actionnaire, n'est d'aucun bénéfice. Ensuite, le plus gros concurrent de Booking, ça va être Expedia, qui eux se sont focus sur le B2B, contrairement à Booking qui lui est vraiment focus sur le retail, en tout cas avec sa marque Booking.com. Donc ils ont des marques comme Egencia, la marque Expedia, et eux ils vont aller chercher le client retail avec leur marque Hotel.com qu'ils ont rebrandé là il y a peu de temps. Et Expedia va aussi être beaucoup plus intégré au niveau de toutes les petites agences de voyage, que ça soit des petites agences de voyage locales, tout ça. Pour beaucoup, ils vont avoir des partenariats. En tout cas, le système de réservation, même c'est chez toutes ces petites agences. Pour la plupart, ça va être du Expedia, mais en tout cas, ça sera jamais du Booking, vraiment très rarement du Booking. Et en termes de chiffres, Expedia, bah, c'est vraiment nul. Donc voilà, rien d'autre à dire, c'est juste nul. Donc ensuite, pour qu'une entreprise fasse un bon investissement, elle doit avoir plusieurs moats. Donc Booking, pour moi, possède trois moats. Donc en premier, on va avoir l'effet de réseau où plus il y a d'hôtels sur la plateforme, plus ça va attirer de voyageurs. Et plus les voyageurs utilisent la plateforme, plus les hôtels doivent être présents. Donc ça, c'est classique. Et ce que Booking fait pour attirer les voyageurs, on l'a vu, c'est la grosse dépense en marketing afin d'entretenir son réseau et afin d'entretenir sa force de marque. Parce que Booking.com est vraiment une entreprise dont on connaît le nom. Si vous avez vu déjà plusieurs fois les pubs, vous pouvez même avoir le petit slogan à la fin qui reste en tête. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que dès que quelqu'un va avoir envie de réserver, il va potentiellement penser directement à Booking et aller réserver sur la plateforme. Et en 3, j'ai mis le switching cost. Parce que, en fait, n'importe quel hôtel, s'il n'utilise pas Booking, alors il faut savoir qu'en France, si vous n'utilisez pas Booking en tant qu'hôtel, vous êtes mort, hein, franchement, à part si vous êtes un très très gros groupe. Je sais pas, ça peut être les hôtels Barrières, ça peut être tout ce qui est Marriott, tout ça. Mais alors, si vous êtes un petit hôtel, vous ne pouvez vraiment pas vous passer de Booking. Parce que ça va avoir une résonance européenne, donc quand vous êtes un petit hôtel dans une certaine ville, ça vous permet de vous faire connaître bah, au niveau européen pour les clients étrangers. Par exemple, nous, on est un petit hôtel, mais on s'en sort plutôt bien. On va avoir entre 40 et 30% de nos réservations qui vont passer par des OTA, donc c'est pas que Booking, mais qui vont passer par des OTA, et dedans, bah, la moitié, je pense, passe par Booking. Donc je ne sais pas si on s'en rend compte, mais pour les hôteliers, Booking, c'est vraiment un monstre, et on le ressent aussi au niveau de la commission. Alors là, je me rappelle plus si c'est sur Expedia ou Booking ou si c'est peut-être sur les deux, mais vous pouvez ajuster le montant de la commission aussi pour pouvoir apparaître plus haut dans les recherches. À savoir que la commission est déjà monstrueuse, hein. Si je prends le cas personnel, on est à 17% de commission pour Booking. Donc je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment énorme. Quand vous êtes hôtelier, vous louez votre chambre 100 euros, et bien au final, vous la louez que 83 euros. Ensuite, on va bien sûr s'attarder sur les chiffres de Booking et voir pourquoi ils sont exceptionnels. Alors là, on a les chiffres avec la croissance des revenus, la croissance du free cash flow. Alors je suis pas sûr que vous voyez les montants en haut à droite. Je pense qu'il doit y avoir ma tête, mais bon, je vais tout vous dire. Donc là, on est sur les 10 dernières années. Booking, elle a eu une croissance des revenus de 10,7% par an depuis les 10 dernières années, pardon, sachant que dedans, il y a eu le Covid. Donc je pense qu'il n'y a aucune industrie qui n'a le plus souffert du Covid que bah, le tourisme. Et pourtant, Booking arrive même avec cette période-là au milieu, qui a eu des répercussions quand même pendant 1, 2, voire 3 ans, à augmenter ses revenus sur les 10 dernières années de 10,7%.
par an. Et on peut le voir aussi avec le free cash flow, une croissance annuelle de 10,3% par an. Et on peut voir qu'ils ont été free cash flow négatif. Donc c'est en 2020, pendant le Covid. Donc très légèrement un free cash flow négatif. On voit qu'ils n'ont pas perdu énormément d'argent. Parce qu'encore une fois, ils ont un business asset-like qui fait que bah, ils ont presque pas besoin d'argent pour tourner. Et donc le business s'est juste mis à l'arrêt et il n'y avait pas de gros frais fixes, comme je l'ai dit, comme il pourrait y avoir pour un hôtel avec son loyer, tout ça. Ensuite, on va regarder les retours sur capitaux et la marge free cash flow de Booking. Donc, on a un ROCE qui est vraiment exceptionnel. On a une croissance du ROCE de 16,8% avec en décembre 2025 un ROCE qui a atteint presque 72%. Donc, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment énorme. Et après, même si vous prenez, parce que là c'est un ROCE classique, mais si vous préférez, comme moi, regarder avec le free cash flow, on a aussi un ROCE, il me semble, basé sur le free cash flow à 70% à peu près. Donc c'est vraiment top, hein. Et si vous prenez le ROIC, il est un peu plus bas, il me semble qu'il est entre 40 et 45, mais pareil, ça reste exceptionnel, quoi. Et au niveau de la marge free cash flow, on est plutôt stable avec sur la dernière année, pardon, 33,8% de marge free cash flow. Donc on a vu que le free cash flow de Booking augmentait d'à peu près 10% par an sur les 10 dernières années. Mais si on s'intéresse à son free cash flow par action, lui, il a augmenté de 17% par an sur les 10 dernières années. Donc c'est top, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et ça va être dû au rachat d'actions massif que fait Booking. Ensuite, au niveau dette, on a 0,2 de dette, de ratio dette nette sur EBITDA. Donc c'est rien du tout, un Booking a vraiment très peu de dettes. On a aussi une entreprise qui n'a pratiquement aucune dépendance au taux d'intérêt. Ça vient aussi encore un petit peu par rapport à son business asset light. Elle va pas avoir besoin d'emprunter massivement pour construire des infrastructures, pour rénover par exemple ses hôtels, si elle possédait les hôtels. Et donc voilà, pratiquement aucune dépendance au taux d'intérêt. On a des stock-based compensation qui sont maîtrisés. On va avoir un ratio SBC sur free cash flow qui est de 6,8%. Alors qu'on a vu par exemple, si on prenait Airbnb, on était plus à 25, donc entre un quart du free cash flow qui est composé de rémunération en action et là à peine 7%. Voilà, le choix est vite fait, hein. Et donc, on a une entreprise avec énormément de cash pour éventuellement les opportunités de marché. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme opportunité? Bah, du M&A, fusion-acquisition, rachat d'entreprise. Mais Booking fait aussi de l'opportunisme marketing, c'est-à-dire quand leur concurrent va être un peu en difficulté, Booking va pas hésiter à surfinancer leur marketing pour justement acquérir tous ces clients qui ne pourraient pas être acquis par ses concurrents parce qu'ils ne font pas de pub à ce moment-là. Au niveau de l'allocation du capital, on a un focus sur le retour aux actionnaires et la consolidation de sa position de leader. Donc comment on retourne l'argent aux actionnaires? Eh ben, on l'a vu avec les rachats d'actions. Booking est une entreprise qu'on appelle cannibale qui rachète en masse ses actions. Donc sur les 5 dernières années, là, il y a eu une baisse de 4,5% par an du nombre d'actions en circulation. Ce qui fait qu'on a un free cash flow par action qui augmente, on l'a vu, de 17% au lieu de 10% s'ils ne rachetaient pas du tout d'actions. Ils ont aussi un petit dividende, mais vraiment, ils priorisent les buybacks, rachats d'actions, parce que bah, on a une efficience fiscale à ce niveau-là, tandis que les dividendes, on est doublement taxé dessus, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus optimal. En plus de ça, on le verra un peu plus tard, mais l'action est vraiment décotée depuis le Covid, donc c'est très bien, ça me va qu'ils fassent énormément de buyback comme ça. Et on l'a vu tout à l'heure, mais oui, ils réinvestissent en interne, notamment dans l'IA, où ils ont expliqué dans les derniers résultats qu'ils avaient fait, il me semble, une économie de 10% par réservation en ce qui concerne le service client, donc ce qui est vraiment top. Si je reviens un peu sur les rachats d'actions, on va aller voir le bilan de l'entreprise. Hop, donc juste là.
Donc comme je l'ai dit, on a une entreprise qui détruit ses actions, ce qui fait qu'on va avoir un stockholder déficit et pas un stockholder equity. Donc normalement, si vous avez un stockholder déficit dans le bilan d'une entreprise, c'est pas bon signe, hein. Ça veut dire que l'entreprise est à deux doigts de faire faillite. Mais pour les entreprises qui sont cannibales comme du Booking, on va avoir aussi du FICO et on va avoir un stockholder déficit. Donc on voit juste ici avec la ligne Treasury Stock. Donc ils ont racheté pour 54 milliards d'actions. L'additional paid in capital, il me semble que c'est le capital de départ qui a été mis chez Booking et retained earnings, ce sont les bénéfices. Donc on a un montant de rachat d'actions qui est plus élevé à l'addition du capital du départ et des bénéfices retenus. Ce qui fait qu'à la fin on a des capitaux propres négatifs, mais c'est vraiment pas mauvais signe dans ce cas-là. Donc voilà, j'ai fini ma petite parenthèse et maintenant on va aller voir un peu les risques qu'il peut y avoir sur Booking et la valorisation actuelle. Donc on reste toujours dans cette narrative un peu de l'IA où la menace des modèles, bon là c'est IA générative, mais c'est vrai qu'on peut aussi parler des IA. On reste toujours dans cette narrative de l'IA qui pourrait absolument tout disrupter. Donc par exemple on imagine Gemini ou OpenAI qui peuvent faire directement vos réservations en contournant les agences de voyage traditionnelles. Mais je vais expliquer pourquoi. Moi, je n'y crois pas trop. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. C'est que je ne demanderai, je pense, jamais à l'IA de faire mes vacances, quoi. Je pense que ça me plaît. Si je dois choisir un hôtel, je veux voir les photos, je veux choisir, je veux me balader euh, sur une plateforme pour regarder les différents hôtels qu'il y a, les services inclus, tout ça. Et je pense que à l'heure actuelle, maintenant, j'aurais plus confiance à ce niveau-là que de déléguer tout ça à Gemini ou à ChatGPT. Et même dans le cas où l'IA générative peut réserver pour vous, elle va forcément passer par la techno de Booking, la techno d'Expedia. C'est obligatoire, même si c'est de l'IA agentique, ça passera forcément par la techno de Booking ou d'Expedia. C'est vraiment trop puissant. Parce que si je vous explique un peu comment ça se passe, et en fait, quand on est un hôtel, on doit mapper nos chambres sur chaque OTA, chaque distributeur via notre channel manager. Donc, par exemple, si j'ai deux tarifs différents pour une chambre classique, eh ben, je vais avoir créé deux tarifs pour ma chambre classique sur mon channel manager que je vais devoir mapper sur Booking. Donc, soit ils développent, soit l'IA développe leur propre techno en interne et ils vont devoir également mettre énormément d'argent en marketing pour créer cet effet de réseau. Par exemple, on l'a vu qu'a créé Booking, pour que ça devienne intéressant pour les hôteliers de se mettre dessus, mais également pour les gens qui réservent d'aller réserver là-dessus. Soit juste ils prennent, je sais pas, une sorte d'API Booking Expedia, et dans ce cas-là, ça change absolument rien pour Booking et Expedia. Ensuite, on va voir les pressions réglementaires et juridiques. Donc, Booking est soumis à de nouvelles lois européennes strictes et subit de lourdes amendes ou redressements. On a eu aussi dans le cadre de la Digital Market Act la fin de la parité tarifaire parce que en fait avant Booking imposait à ses hôtels de ne pas vendre moins cher en direct par téléphone ou via le site web direct de l'hôtel que sur la plateforme Booking. Sauf que quand on a une commission de 17%, c'est compliqué de mettre les mêmes prix sur Booking mais aussi en direct parce que soit nos tarifs directs sont vraiment trop chers et le client n'a aucun intérêt à passer par nous, soit vraiment on met le même prix moins élevé sur Booking mais du coup on se fait ramasser et on n'a aucune rentabilité sur la chambre louée en fait. Donc ça, on a eu une loi qui est passée là-dessus, qui fait que Booking n'a plus le droit d'imposer ça. Et également, j'ai vu que Booking.com donc est une société qui vient des Pays-Bas, néerlandaise, et sur place, ils bénéficient d'avantages fiscaux. Je crois qu'ils payent l'équivalent de 9% d'impôts à peu près. Alors que si on leur enlève ce cadeau fiscal, ils paieraient l'équivalent de 25%, je crois. Donc si jamais cet avantage saute, on aura là une pression aussi sur les marges et la rentabilité.
Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la valorisation. Moi, je suis rentré sur Booking à 5 100 $ et au moment de l'achat, ça représentait un prix sur free cash flow de 17,40. Et donc, si on prend une estimation de croissance du free cash flow de 10% sur les 10 prochaines années, qu'on a un dividende qui augmente de 5% par an, alors que l'historique est plutôt à 10%, et un nombre d'actions qui baisse de 3% par an, alors que l'historique est plus aux alentours de 4,5 voire 5%, et qu'on prend un multiple de sortie de 18 de prix sur free cash flow, ce qui est, je trouve, pas trop élevé. Là, depuis le Covid, on tourne aux alentours de minimum, vraiment minimum, sortie de Covid à 13, je crois, à la fourchette haute 20 de prix sur free cash flow. Mais ça reste une boîte tech qui est asset light. Et donc avec toutes ces données-là, on a un prix juste de 5 400 $. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté moi 5 000 $. Et si on regarde le prix, alors je crois que là, Booking a quand même bien performé hier. Et moi, quand je l'ai écrit, c'était avant l'ouverture des marchés. Donc on devait être à 4 200 $ l'action. Et si on se base sur 4 200 $ l'action, quand j'ai regardé, ça faisait une décote d'à peu près 25% par rapport à son prix juste. Donc ce qui était un excellent prix. Le management, lui, a dit qu'il souhaitait grossir à peu près à 15% par an sur les 10 prochaines années. Donc pour conclure, on a la réduction des coûts de service client qui vont permettre d'augmenter les marges. On va avoir la croissance du panier moyen avec le Collected Trip. Donc on l'a vu, le package avec les activités, l'hôtel, l'avion. On va avoir des rachats d'actions massifs de Booking, donc entre 3, 4, 5% par an. On a un dividende qui croît historiquement à 10% par an. Et le stock split. Donc Booking va faire un stock split le 4 avril 2026, là à peu près dans un mois. Donc une action va en devenir 25, ce qui va considérablement réduire le prix unitaire de l'action. Et alors là, c'est un petit peu spéculatif, mais je pense qu'à moyen court terme, le fait de faire ce split-là, une action pour 25 et d'avoir un prix unitaire de l'action beaucoup plus faible, ça va permettre au petit portefeuille de enfin pouvoir acheter l'action Booking qui est vraiment très qualitative et ça peut soutenir le prix de l'action à la hausse à moyen court terme. Donc avec tout ce qu'on vient de voir là, je pense que Booking est la meilleure action pour battre le marché à l'heure actuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo que j'ai fait sur les résultats de l'année 2025 de Booking. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit commentaire. Vous pouvez aussi mettre un petit like. Et si vous voulez profiter d'un courtier qui est très bon, qui est celui que j'utilise, Interactive Broker, et ben vous avez un lien affilié en description. Voilà, à plus.